Il y a des mots qu'on évite soigneusement dans les familles. Pas parce qu'ils sont vulgaires, mais parce qu'ils dérangent l'équilibre fragile qu'on maintient depuis des années. Pour la paix, pour la cohésion, pour s'éloigner des fissures. Héritage est l'un de ces mots. On préfère parler de souvenirs, de transmission, de continuité. Comme si l'argent et les biens n'étaient qu'un détail sans importance, prenant l'amour comme une bouée de sauvetage, comme si la mort ne faisait que rapprocher. En réalité, elle agit comme un révélateur. Elle n'invente rien, elle expose ce qui pendant longtemps était enfoui, jalousement gardé. Les sombres intentions des uns et des autres, les prévisions depuis longtemps élaborées, au cas où la situation se présenterait. Dans la famille de Jules, son père avait toujours souhaité, prôné et encouragé la cohésion au sein de sa famille. Il ne lésinait pas sur les moyens pour que règne l'amour dans sa maison. Sauf que l'âge n'aidant pas, une courte maladie est venue et le patriarche a cassé sa pipe. Les jours qui ont suivi la mort du père avaient une texture étrange. Le temps semblait avancer, mais sans direction précise. Tous se levaient, mangeaient, parlaient. Mais tout cela ressemblait à une répétition mal apprise, à des gestes guindés qui s'apparentaient plus à de la survie qu'à la volonté réelle de les exécuter. Chaque soir, lors des recueillements, les proches passaient, déposaient des phrases toutes faites, restaient quelques instants, puis repartaient. Il était courageux. Il ne souffre plus. Il veillera sur vous. Il faut être fort. Nos condoléances les plus attristées. C'était un homme de paix. Un homme bien. Des phrases propres, lisses. Des phrases qui ne demandaient aucune réponse. Des regards tristes, des comportements gênés, parfois de la pitié, se faisaient ressentir. À l'intérieur de Jules, il ressentait peu à peu que quelque chose commençait déjà à se déplacer. Il avait le pressentiment que les choses ne seront jamais plus comme avant. Le manque du père se faisait de plus en plus réel. La maison familiale était rapidement devenue un espace disputé. Pas ouvertement. Pas encore. Les membres de la famille arboraient des regards suspicieux et inquisiteurs, qui étaient encore dissimulés par des phrases polies. On y entrait avec prudence, comme dans un lieu qui n'appartenait plus vraiment à personne. Chacun semblait y chercher quelque chose de différent. La sœur de Jules regardait les murs, comme s'ils contenaient une preuve invisible. Étant la seule fille au milieu de deux garçons, elle semblait estimer qu'elle avait droit à plus. Son frère évaluait l'espace, mesurait, calculait, comme s'il en avait besoin pour un projet latent. Ayant vécu toute sa vie sous l'ombre de son père, il estimait avoir les pleins droits sur tout et pour tout. Il avait toujours été l'enfant modèle, sur qui il fallait prendre exemple. Sa tante touchait les meubles, avec une lenteur presque possessive, et un regard lourd de sens. Étant la seule sœur à leur père, et vivant entièrement à ses crochets, elle estimait avoir droit à bien plus de la moitié des biens. Jules, lui, regardait les détails. Les traces de vie, les choses qui n'avaient aucune valeur marchande, le parfum du père. Regardait les objets qui portaient les histoires, les souvenirs du vécu de son papa. En voulant graver le son de sa voix dans son esprit, pour que jamais elle ne se perde. Était très loin de songer au bien qu'il aurait pu avoir. Pour lui, dans une succession, c'étaient toujours les souvenirs qui disparaissaient en premier. Ils s'évaporaient comme de la fumée, lentement et sûrement. Lui, ne voulait pas les perdre. Au début, tout le monde s'efforçait d'être exemplaire. Tous parlaient d'unité, de respect, de ce que le défunt aurait voulu. C'était une fin courte. Une sorte de théâtre collectif. Ils se promettaient de ne pas se disputer. Se juraient que l'argent n'avait aucune importance. Que les biens de la terre n'étaient que vanité de vanité. Ils insistaient sur le fait que l'essentiel était ailleurs point, mais très vite, les phrases ont commencé à changer légèrement. Le ton commençait à être nuancé, les gestes ne suivaient plus les mots. C'était presque imperceptiblement. Pourtant présent. Ces phrases qui étaient plus récurrentes, ce serait plus logique que « tu comprends bien que moi, ce n'est pas contre toi, mais… » L'égoïsme commence toujours par une justification.
pour mieux faire passer la pilule ou pour se donner bonne conscience. Chacun de son frère, sa sœur et sa tante faisait connaître avec minutie et beaucoup de tact ce qui pour eux leur revenait de plein droit. À ce point-là, Jules observa la mémoire familiale devenir malléable. Elle se transformait selon les besoins du moment. Certains se rappelaient avoir été plus présents que les autres. D'autres évoquaient des promesses jamais formulées. Des pseudo-confessions allant dans un sens particulier que le défunt aurait fait. Il reconstruisait le passé pour servir le présent. Jules voyait son père devenir tour à tour généreux ou exigeant, selon ce que la situation réclamait. On parlait de ce qu'il aurait pensé, de ce qu'il aurait ressenti, jamais de ce qu'il avait réellement dit. Beaucoup faisaient main basse, sur toutes ces soirées, où il exprimait clairement sa volonté, sa colère, son ressenti, sa joie, pour telle ou telle situation. Du temps qu'il avait pris pour leur inculquer ses valeurs et principes, de leurs us et coutumes. Les morts n'avaient plus de droit de réponse. C'était tellement pratique d'imaginer ses intentions pour servir sa cause. Jules trouvait cela au seuil du pathétisme. Mais pour le respect de la cause, préférait prendre sur lui et se taire. Les tensions n'étaient pas spectaculaires. Elles étaient feutrées, voire passives. Jules assistait à un regard qui s'attardait trop longtemps, un soupir mal dissimulé, une phrase lancée comme par hasard. « Tu ne vas quand même pas garder ça ? Tu n'en as pas vraiment l'utilité. Ce serait plus juste autrement. » Pendant les conclaves pour l'organisation de la cérémonie, rien n'était violent, mais tout était déjà là. La tension était perceptible. Le week-end qui suivit après l'enterrement, très vite, les rôles se sont répartis, naturellement, comme si chacun attendait ce moment depuis des années sans jamais se l'avouer. Il y avait ceux qui parlaient le plus fort, ceux qui savaient exactement ce qu'ils voulaient, et ceux qui observaient, en silence, en comprenant déjà qu'ils allaient perdre quelque chose même sans savoir quoi. Sa sœur disait vouloir les quitter point, son frère parlait de logique point, sa tante évoquait les sacrifices qu'elle avait faits point, personne ne parlait d'amour. Ni de souvenirs. Encore moins de ce que leur père aurait réellement souhaité. Le rendez-vous chez le notaire accéléra les choses. Les chiffres ont rendu tout concret. Tout changea d'un coup, là où il y avait encore de l'émotion, il n'y avait plus que des montants. Chacun faisait des estimations de parts, une visualisation de l'usage des biens. Le langage était devenu technique. C'était presque rassurant. Les membres de la famille s'abritaient derrière la loi, pour éviter de parler de morale, derrière les procédures, pour éviter de parler de choix. Comme si rien n'était de leur fait, tout était justifié. L'égoïsme adore le cadre légal. Il s'y sent légitime, et très puissant. Dans toute succession, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et ceux qui pensent encore que cela va se faire naturellement point, les premiers avancent, avec assurance et certitude. Les seconds reculent sans s'en rendre compte, avec la conviction que tout se passe comme cela devait être. Jules seul pensait que les choses se feraient naturellement, parce qu'il avait confiance aux valeurs et principes que leur père leur avait inculqués. Mais il se retrouva, le seul à reculer sans s'en rendre compte. L'égoïsme ne crie pas. Il occupe l'espace. Quand le testament fut lu, le silence était lourd. Pas un silence de respect, mais un silence de calcul. Lorsque Jules jeta un coup d'œil aux membres de sa famille, il sentait bien qu'ils étaient en pensée, bien loin du bureau du notaire. Les phrases qu'ils se changeaient étaient courtes, précises et irréfutables. Son père avait choisi, et ce choix apparemment dérangeait. Certains avaient reçu moins que ce qu'ils estimaient mériter, d'autres plus que ce qu'ils osaient espérer. Jules lui avait reçu la gestion de presque tout le patrimoine. Seul leur père défunt aurait pu expliquer ce choix, car Jules n'avait toujours pas été exemplaire. Il a eu une enfance tellement turbulente qu'à un certain moment de sa vie, le foyer avait été une option très envisageable. Très vite il avait pris son indépendance et avait appris à voler de ses propres ailes. Pour lui l'héritage oui,
mais plus comme un souvenir, mais pas une échelle d'ascension sociale. Cependant, les regards se durcissaient. Les masques tombaient, doucement. Les mots qu'on n'aurait jamais cru entendre, se faisaient entendre. Il ne reprochait pas au défunt d'être mort. Il lui reprochait d'avoir décidé, d'avoir choisi, d'avoir mal fait le partage de ses propres biens, que lui, s'était sacrifié pour construire. Personne n'avait explosé. On ressentait dans la salle, seulement une colère maîtrisée. Des mots comme déception, incompréhension, injustice circulaient. Personne ne criait. Ils argumentaient. Ils se renseignaient sur les voies de recours. C'était une colère socialement acceptable. Une colère qui se croyait morale. L'égoïsme, quand il se sent lésé, se présente toujours comme une victime. À ce moment-là, quelque chose s'est détaché en Jules. Il avait compris que cette succession n'était pas une exception, qu'elle lui apporterait sans aucun doute des problèmes avec sa famille, qu'elle ressemblait à tant d'autres, où au sorti de la lecture du testament, la vie devenait le théâtre de coups bas, de manipulation, d'expropriation même parfois, que ce que se murmurait au sein des autres familles n'était pas factice, que ce qui se jouait là dépassait largement cohésion de sa famille. Ce n'était pas une histoire d'argent, c'était une histoire de place, de reconnaissance, de liens que l'on aurait créés avec leur père individuellement, qui semblerait-il aurait dû être récompensés. De peur de manquer, la succession n'a fait qu'appuyer là où ça faisait déjà mal. Mettre des mots où avant cela était difficile de s'exprimer. Ressortir les vieilles rancœurs des uns et des autres. C'était comme si la relation fraternelle s'était brisée avec le départ du père. Pourtant avant si unis, mais maintenant toute décision était discutée, toute action était sculptée à la loupe, pour brandir la faille. Aujourd'hui, la maison n'était plus à eux. Elle était comme vidée de son essence. Les objets ont été dispersés, les comptes réglés. La famille existait encore. Officiellement, officieusement, plus rien ne vivait. Quelque chose s'était déplacé pour toujours. Un regard, une confiance, une proximité, une affinité. Plus de conversation familiale à l'orée du jour, ponctuée par des éclats de rire. Jules n'avait perdu seulement son père, mais au fil des années, il s'est rendu compte qu'il avait aussi perdu sa famille. Parce que l'égoïsme des uns et des autres n'avait rien détruit de visible. Il avait simplement rendu impossible le retour en arrière. On croit souvent que l'héritage se mesure en biens. En réalité, il se mesure en fractures invisibles. Chaque famille porte en elle ses propres lignes de faille. La succession ne fait que les rendre apparentes. Et parfois, le plus bel héritage qu'on puisse refuser, c'est celui qui nous transformerait en quelqu'un que l'on ne reconnaît plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.